Bien, dans cette vidéo, on va s'intéresser, je vous ai déjà parlé d'un prix Nobel de physique, Brian Josephson, qui en 1973 disait oui, la mémoire de l'eau, c'est tout à fait possible. Il n'y a que les gens mal informés qui peuvent penser que ça n'existe pas. Dès que vous êtes bien informé, les choses peuvent s'expliquer rationnellement, scientifiquement. Alors évidemment, ça met en lumière un personnage qui était qui en est mort, hein, de ce mépris qu'on a affiché pour avoir de l'eau, qui était Jacques Benveniste. Et je crois qu'on n'insistera jamais assez sur sa contribution. Et tous ceux qui étaient dans son sillage, qui ont été critiqués, vilipendés, où on dit qu'ils faisaient de la pseudo-science, que c'était des charlatans. Non. Comme on l'a vu, si on est rationnel, si on est scientifique, il existe des modèles. On en a vu un, le modèle des domaines de cohérence. Il y en a d'autres. Il y a d'autres scientifiques qui ont proposé d'autres modèles pour expliquer la mémoire de l'eau. Le concept en lui-même est tout à fait acceptable, tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue philosophique. Je vous rappelle quand même que quand vous avez Colin Serrault qui veut faire un film sur l'écologie militante dans les années 80, elle fait un film qui s'appelle La Belle Verte, flop planétaire, mais maintenant film devenu culte. Elle veut que les gens communiquent sur des planètes. Devinez ce qu'ils font. Ils font comme ça, puis ils se mettent les pieds dans l'eau. Oui, c'est évident qu'il faut. La communication, l'information, a toujours été associée à l'eau. Donc il est quand même rassurant de savoir qu'on peut aussi avoir un langage scientifique cohérent et rationnel sur ce phénomène. Alors, ceci me donne évidemment l'occasion de vous parler d'un autre personnage qui joue un rôle clé dans cette affaire, puisqu'il a repris quand Jacques Benveniste est décédé suite à une opération cardiaque malheureuse qui s'est mal terminée, le sujet est resté orphelin, mais heureusement, un prix Nobel de médecine s'est courageusement attelé. Il n'est pas allé pour rien, c'est qu'il connaissait très bien les théoriciens italiens qui ont été à l'origine de la théorie du domaine de cohérence, donc il savait qu'il y avait une théorie physique. Il savait que Jacques Benveniste était un chercheur hors pair et qu'on a été injuste avec lui. Donc il s'est dit, s'il y a la théorie, et si en plus on a un chercheur hors pair qui a montré que ça marchait, on va y aller. Il n'y a pas de raison qu'on est des scientifiques, on ne va pas se mettre des œillères. On y va, il a eu cette lucidité, donc il a repris les travaux. Et comme toujours, il est allé un petit peu plus loin que ce qu'avait fait Jacques. Donc ici, l'idée, en fait, elle est toute bête. Hein. Les théoriciens vous disent, les domaines de cohérence existent, il y a des champs électromagnétiques qui sont piégés à l'intérieur de ces domaines de cohérence. Alors bien sûr, c'est du champ infrarouge, il ne sort pas. Mais il y a des ions dans ces domaines de cohérence. Et ces ions, ils sont là, et ils vont créer des champs électromagnétiques, puisqu'un ion a la caractéristique d'être chargé, et de se déplacer dans l'eau. Un ion n'est pas immobile dans l'eau, il se déplace et il va spiraler autour des domaines de cohérence, comme on le verra dans une autre vidéo. Et ce mouvement en spirale crée des champs magnétiques, qui sont très faibles, c'est vrai. Mais faiblesse ne veut pas dire non-détectabilité, parce que ces champs magnétiques sont cohérents. À partir du moment où ils sont cohérents en phase, on peut les amplifier par ce qu'on appelle la résonance stochastique et les détecter. Donc ici, c'est l'idée qu'a eu Luc Montagnier. Il prend un tube d'eau qui est censé contenir des domaines de cohérence qui émettent. Il le met dans une bobine détectrice en cuivre qui a une résistance de 300 ohms. Il capte de fait un signal qui est très faible, mais cohérent, qu'on amplifie et qu'on représente ici sur un écran d'ordinateur. Donc ça a été publié en 2009. Les bandes de fréquences concernées sont ce qu'on appelle les ULF, Ultra Low Frequency, 500 à 3000 Hz, c'est-à-dire vraiment dans des très basses fréquences. C'est des modulations sur des signaux qui peuvent sembler du bruit, mais comme je vous l'ai dit,
quand le bruit a cette caractéristique, que si vous l'accumulez, il s'accumulise en racine de n, parce qu'il est aléatoire. Et si vous avez un signal cohérent, lui, il s'accumule comme n. Ce qui fait qu'à la longue, vous pouvez le détecter et l'amplifier. C'est l'avantage d'avoir un signal cohérent. Voilà, et puis bon, je ne vous montre pas les cours parce qu'elles ont été critiquées, on a dit que le dispositif n'était pas suffisamment fiable, enfin bref, un truc complètement fou. Et voilà, avec les dernières publications qu'il a faites, là on est en 2016, 2017, donc on voit très bien, ici c'est la fréquence, là c'est la puissance émise par le tube d'eau qu'on met dans la bobine, et on voit très bien donc ce changement de régime ici. Là, c'est incohérent, là, c'est cohérent. Et on voit donc qu'il y a bien l'eau émet un signal électromagnétique faible, mais qu'on peut détecter avec une technologie toute bête, bobine. Tous les ingénieurs électroniciens savent faire ça. Alors, ce qu'on va faire ensuite, ça c'était la grande idée, c'est considérer que cette émission électromagnétique, elle vient des substances qui ont été dissoutes à un moment donné dans l'eau, et qu'on a retiré par un processus, vous voyez, qu'on appelle dilution-succussion. C'est un processus, évidemment, qui est très inspiré de l'homéopathie, mais bon, c'est pas vraiment de l'homéopathie, c'est juste, on dilue, puis on secoue. Alors, aujourd'hui, on sait pourquoi. La dilution, c'est parce qu'on veut qu'il n'y ait plus de matière, okay, et la succussion, secouer, c'est pour faire rentrer du gaz, chaque fois qu'on rajoute de l'eau, parce que, comme je l'ai dit, si vous voulez stocker de l'information sur de l'eau liquide, il vous faut une surface et pas un volume. Donc la surface, elle est procurée par les bulles d'air que vous faites rentrer. Chaque fois que vous secouez, il y a du gaz qui rentre, ça crée des surfaces sur lesquelles vous pouvez écrire, mémoriser votre information électromagnétique, qui est ici de l'ADN. Pourquoi? Bien parce que Luc Montagnier est spécialiste. Il a eu son prix Nobel pour avoir étudié l'ADN du virus du sida. Donc il travaille avec ce type d'ADN. Donc il prend son ADN, il le dilue dans l'eau, il fait la petite opération homéopathique, et à la fin il récupère un tube, pour être sûr qu'il n'y a plus d'ADN physique, il filtre. D'ailleurs, on sait que l'ADN est une grosse molécule, on connaît très bien sa taille, donc on filtre pour ne récupérer que de l'eau. Et évidemment les ions et puis les bulles de gaz qui vont avec, qui passent dans les filtres, mais il n'y a plus d'ADN physique. Par contre, il y a ce fameux signal là, cohérent, qu'on détecte dans la bobine. Et l'idée, c'est simple, vous remettez des nucléotides, mais pas associés, séparés. Donc, tout ce qu'il faut pour créer l'ADN, vous le mettez dans la solution, et puis vous attendez, vous mettez ce qu'on appelle une polymérase, c'est-à-dire que cette polymérase, elle va prendre des nucléotides s'ils sont là, et puis elle va les tricoter, elle va faire un ADN. Simplement, en général, l'ADN polymérase est censé avoir un brin d'ADN pour lui dire ce qu'il faut faire. Là, il n'y a rien. Il y a juste un signal électromagnétique. Eh bien, il se trouve que l'ADN polymérase va utiliser ce signal électromagnétique. Il n'y a pas d'ADN physique, mais il y a l'image électromagnétique de cet ADN. Et donc, elle va prendre les nucléotides et les mettre exactement dans l'ordre qu'on attendait, parce qu'on savait très bien de quel virus on était parti. Alors, voilà. Donc, ça marche très bien. Et alors, on utilise, après, on fait très peu d'ADN, mais il y a une technique qu'on appelle la PCR qui permet d'amplifier pour voir quel type d'ADN on a formé. Et on fait, effectivement, on retrouve l'ADN de l'HIV de départ, du virus de départ, enfin du moins la petite séquence qu'on avait mis. Et ça, c'est raconté dans un documentaire que vous pouvez voir sur Internet qui s'appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau », documentaire de Christian Manil, qui explique très bien toute l'expérience et qui montre que même, vous pouvez faire ça à distance, c'est-à-dire que comme c'est un fichier en fait MP3, un fichier son, vous pouvez l'enregistrer, l'envoyer où vous voulez, ailleurs sur la planète, vous prenez un tube d'eau pure et vous faites écouter à l'eau pure, qui contient des bulles de gaz évidemment, vous faites écouter cette petite musique qui vient d'un autre lieu, et là vous êtes à des centaines de kilomètres, donc il ne peut pas y avoir de contamination physique, et vous refaites, et puis vous retrouvez effectivement l'ADN à partir de son signal électromagnétique. Vous pouvez le téléporter et le refabriquer avec une eau qui, elle, n'a jamais vu cet ADN. Alors, on a critiqué ça, évidemment. Alors, ça a été un déchaînement de haine. On a dit que Luc Montagnier était vieux, qu'il était gâteux, qu'il avait triché,
que tout ça, ça ne pouvait pas marcher, que, enfin, je ne vous dis pas. Et il y avait quand même deux grands arguments qui étaient recevables, parce que le fait qu'il soit vieux, c'est pas recevable. Donc, je peux vous dire qu'il a toutes ses facultés intellectuelles. C'est vrai qu'il va bientôt avoir 90 ans, mais il est, intellectuellement, il est encore tout à fait opérationnel. Il est loin d'être idiot. Et un des gros arguments, c'était que il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des gens de son laboratoire qui pouvaient faire ça. C'était aussi le même argument qui avait été employé contre Jacques Benveniste en disant qu'il n'y a que des gens de son laboratoire. Et en fait, c'est faux, parce que vous voyez, là, je vous mets une référence d'un groupe chinois qui a refait ça en 2019, de façon indépendante de Luc Montagnier. Ils ont refait l'expérience, ils ont retrouvé ce qu'avait trouvé Luc Montagnier, et ils sont même allés beaucoup plus loin, puisque Luc Montagnier, dans ses publications, disait qu'il fallait un ADN pathogène pour que ça marche, que les ADN non pathogènes n'émettaient pas de signaux électromagnétiques, et ça a été démontré par le groupe chinois que non. Bien sûr, les ADN pathogènes, on pouvait mémoriser leur ADN de façon électromagnétique, mais aussi les ADN non pathogènes, ça marche aussi. Et donc, il n'y a plus de problème. L'expérience a été faite par des groupes indépendants. Et puis, l'autre critique, elle aussi, elle était fondée, c'était que la PCR n'était pas une technique fiable et qu'on pouvait amplifier n'importe quoi. Alors, évidemment, à l'époque, on s'est dit, bon, bah oui, c'est vrai que la PCR, c'est la PCR, hein, on part avec epsilon de trucs et on amplifie. Mais regardez ce qu'on fait aujourd'hui avec la PCR. Hein. On vous dit, c'est une technique avec laquelle on est sûr que vous avez le coronavirus. Donc si vous admettez que la PCR permet de détecter le coronavirus, ben, ça veut dire que la même PCR qui a été utilisée ici pour amplifier un ADN à partir de son fantôme électromagnétique, vous devez accepter ça aussi. Ou alors vous jetez la PCR à la poubelle. À ce moment-là, ça veut dire que c'est toute la crise du Covid-19 qui est complètement loufoque. Vous voyez où on en est. Donc voilà, une très belle expérience qui s'explique évidemment de façon rationnelle dans le cadre de la théorie des domaines de cohérence, comme je vous l'ai expliqué. Il y a les domaines de cohérence, il y a les ondes qui sont piégées dans ces domaines, les ions qui tournoient, qui ont eux-mêmes une cohérence ionique. Et bien tout ça, ça peut se mesurer avec des appareils physiques. Donc aujourd'hui, on est en position de dire que la mémoire de l'eau est une réalité. Et comme vous le verrez, il y a des tas de documentaires qui sont en train d'être tournés. Vous avez le magnifique film de William Surinck sur l'homéopathie, une autre voie. Mais vous avez des documentaires qui sont en préparation où on nous montrera qu'en Afrique, on soigne les gens avec juste de l'eau informée, quoi. Puis voilà, puis c'est tout. Puis ça marche à 99%. Les gens n'ont plus le sida. Donc, on est vraiment à l'aube d'une révolution de la médecine, une fois qu'on aura quand même pris le soin de bien accepter et de dire que tout ça, c'est une réalité scientifique et non pas simplement des gens qui ont des idées farfelues. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le terme ultime de tout ça et ça nous amènera donc sur un terrain un peu plus électromagnétique. Thank you.